Bonjour. Considérant la situation sanitaire pas encore stabilisée et la complexité organisationnelle de rassembler tous les salariés, nous vous proposons une restitution de l'évaluation externe sous la forme d'une vidéo. Pour votre information, le document rapport d'évaluation externe est consultable par tous sur le serveur. Ce rapport a été transmis directement par l'évaluateur au conseil départemental et à l'HAS. Il est un des 3 documents indispensables pour demander le renouvellement de nos autorisations en 2022. Projet d'établissement, évaluation interne, évaluation externe. Cette restitution filmée me donne l'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour votre professionnalisme et votre implication dans la démarche d'évaluation. Une mention particulière pour les membres du COPIL qui ont participé activement au bon déroulement de l'évaluation et ont assuré la relecture du rapport final. Je remercie également les enfants, les parents et les partenaires qui ont accepté de donner leur avis sur notre travail. Je donne la parole à Madame Christine Roussel-Montfajon du cabinet AFCOR qui a réalisé cette évaluation externe. Je la remercie également pour la qualité de ses interventions et du travail effectué. Bonjour. L'évaluation externe porte sur 5 domaines réglementaires. Premier domaine, l'amélioration continue de la qualité de l'évaluation interne. Deuxième domaine, la cohérence du projet d'établissement afin de garantir la qualité de la prise en charge des enfants et de leurs parents. Troisième domaine, l'ouverture de l'établissement sur son environnement et la coordination avec les partenaires. Quatrième domaine, la personnalisation de l'accompagnement, mais aussi la participation individuelle et collective des usagers à la vie de l'établissement. Cinquième domaine, le respect des droits des enfants et de leurs parents, ainsi que la gestion des risques spécifiques pour cette population. Pour chaque domaine, nous évoquerons les points forts, les points de faiblesse et de vigilance et les perspectives d'amélioration. Pour commencer, quelques mots sur le déroulement de l'évaluation externe. Elle s'est déroulée entre mars et septembre 2021. J'ai rencontré 76 professionnels des différents pôles et des missions, y compris des fonctions support et d'encadrement. 27 enfants hébergés ou accompagnés en milieu ouvert, 10 parents, exclusivement d'enfants bénéficiaires de milieux ouverts ou de placement à domicile, et 7 partenaires. Le rapport de synthèse générale d'évaluation externe porte sur les 5 domaines réglementaires, mais vous y trouverez également en annexe un point de focal spécifique sur les 6 grandes missions. Il s'agit du compte-rendu des réunions collectives menées avec les hébergements, l'IED, les visites médiatisées, le SAP, l'accompagnement des jeunes majeurs, l'accueil de jour et les ateliers, ainsi que les 2 fonctions, les fonctions support et les fonctions d'encadrement hiérarchique et technique. Premier domaine, votre démarche d'évaluation interne et d'amélioration continue. Les points forts. À l'occasion de la fusion, il y a eu une forte mobilisation des équipes éducatives, administratives, techniques et de l'encadrement entre 2019 et 2021. 3 gros chantiers. Premièrement, mettre en œuvre la réorganisation liée à la fusion. Deuxièmement, écrire le nouveau projet d'établissement. Et troisièmement, réaliser l'évaluation interne. C'est un gros travail en peu de temps, de surcroît dans un contexte sanitaire perturbant. Des groupes de travail mixtes entre les 2 établissements historiques ont été mis en place, regroupés selon les 2 grandes missions, hébergement et milieu ouvert. Les équipes ont apprécié de se rencontrer de façon mixte entre les 2 structures, mais aussi entre éducatif, administratif, technique et logistique. Une enquête a été réalisée auprès des usagers, parents et enfants, et des partenaires, avec des outils spécifiquement créés pour cela. À l'issue de l'évaluation externe, 15 axes de progrès ont été identifiés pour les services du milieu ouvert, 37 axes de progrès pour l'AMEX. Ils sont tout à fait cohérents avec ceux que j'ai identifiés au cours de l'évaluation externe. Enfin, les axes et la démarche sont conformes aux recommandations de l'ANESM. Les points de vigilance. Faiblesse de l'échantillon des parents ayant participé à l'évaluation interne,
il est vrai que le contexte sanitaire a rendu difficile la participation des parents. Le délai entre la fin de l'évaluation interne et le début de l'évaluation externe est trop court pour pouvoir évaluer la mise en œuvre des actions d'amélioration ou pour que les équipes puissent percevoir des changements sur le terrain. Cela s'accompagne d'une faible appropriation par les équipes des résultats issus de l'évaluation interne. En effet, le rapport d'évaluation interne n'avait pas encore été diffusé lorsque l'on a commencé l'évaluation externe. Les équipes ont donc le sentiment qu'il y a un écart entre les problèmes et les propositions qu'ils ont remontées lors des groupes de travail et les mises en œuvre concrètes sur le terrain. Les perspectives. 2 axes d'amélioration. Premièrement, mettre en place un système de suivi des actions d'amélioration en communiquant régulièrement sur les avancées avec les équipes afin de renforcer la lisibilité. Deuxièmement, poursuivre les efforts de concertation des enfants et de leurs parents pour leur permettre de mieux connaître l'institution et de donner leur point de vue. Deuxième domaine, la cohérence du projet d'établissement. Les points forts. L'organisation même de l'établissement est le signe d'une volonté forte de l'association d'adapter au mieux la prise en charge aux besoins spécifiques de chaque enfant ou famille. Des petites unités d'hébergement, villas, studios, pour mieux répondre à des profils en termes d'âge ou de niveau d'autonomie. Un gros travail autour des SAP pour lesquels l'accueil est particulièrement individualisé. Beaucoup d'actions en milieu ouvert et d'accompagnement sur mesure, accueil de jour, soutien à la parentalité, espace socio-esthétique. Tout cela traduit bien la volonté de la plus grande ouverture possible avec l'environnement et la vie de la cité. L'offre de services est très bien décrite dans le nouveau projet d'établissement 2020-2024. Les unités et les modalités d'accompagnement sont structurées autour des profils des usagers qui sont clairement repérés. Les objectifs de la mesure et du DIPC sont déclinés dans les projets personnalisés, le tout est formalisé. Par ailleurs, on recense 18 fiches actions inscrites au projet d'établissement et elles sont en totale cohérence avec les points de vigilance issus de l'évaluation interne. Il y a de l'entraide au sein des équipes et du soutien par la hiérarchie pour réguler les accompagnements et les situations en fonction des besoins, même si on le verra par la suite, cela ne suffit pas toujours pour réguler les situations complexes. On constate un fonctionnement en ajustement mutuel fluide entre pairs et au sein des équipes ou en pluridisciplinarité. Par ailleurs, on identifie une culture forte des 2 établissements historiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 cultures sont valorisées, y compris dans leurs différences. Par exemple, pour Aix-Action Jeunes, les pratiques sont plus formalisées et le cadrage des processus est plus important. Pour l'Enclos Saint-François, c'est plutôt les ajustements mutuels, l'autonomie et la prise d'initiative qui sont présents. Les points faibles. L'adéquation entre les besoins de prise en charge et les moyens déployés pourrait être améliorée sur certaines missions. Par exemple, il conviendrait d'optimiser le fonctionnement des visites médiatisées, de renforcer les ressources et les moyens mis à disposition pour les IED, de renforcer la sollicitation de l'accueil de jour et de développer aussi à destination des enfants du pôle 1, qui en bénéficient peu du fait de la localisation géographique. De renforcer les moyens d'accueil, y compris pendant les vacances scolaires, pour les enfants qui en ont besoin, par exemple pour les mesures SAP. On observe une surcharge des chefs de service éducatifs et un turnover. 80% de leur temps est absorbé par l'organisation des plannings, les recrutements de remplaçants et parfois au détriment du temps disponible pour le soutien éducatif. Un certain sentiment d'isolement et d'impuissance des équipes face aux situations lourdes et complexes ou pour faire face aux situations de violence et d'agression. Il y a une forte mobilisation des équipes pour trouver des solutions en interne. À l'inverse, on constate que le processus de décision est alourdi, voire même inopérant, pour trouver des solutions à l'externe. La nouvelle organisation des services, support,
nécessite d'être mieux repéré sur le qui fait quoi dans les services administratifs. De plus, la transmission par les services éducatifs des informations nécessaires aux services administratifs est variable et parfois insuffisante. Perspective. En ce qui concerne le renforcement des moyens nécessaires sur certaines missions, par exemple l'IED, cela relève de la négociation avec le département. Pour ce qui concerne la disponibilité des chefs de service en soutien aux équipes, 2 pistes peuvent être explorées. Faut-il renforcer l'effectif des chefs de service ou bien déléguer vers l'administratif certaines tâches liées à la gestion des plannings et au recrutement des remplaçants, auquel cas il faudrait plutôt renforcer l'équipe administrative. Par ailleurs, on peut améliorer les pratiques d'accompagnement managérial des équipes dans les changements et dans l'harmonisation des pratiques. Par exemple, en amont de la mise en place de tout nouvel outil ou d'un nouveau fonctionnement destiné aux équipes, il faudrait associer des membres de l'équipe éducative ainsi que des membres des services supports afin d'étudier les besoins, les nouvelles modalités et les outils et ainsi anticiper la mise en œuvre et les difficultés éventuelles que l'on rencontrera sur le terrain. On peut également s'inspirer des outils qui ont déjà fait leurs preuves dans un service pour réfléchir en équipe à comment les adapter ou les étendre dans d'autres services. Par exemple, la note de signalement de Pignan ou certaines pratiques de l'enclos. Enfin, on peut réunir régulièrement des membres des services supports, secrétaires, comptables, personnes d'accueil, techniques et administratifs, et des membres des équipes éducatives pour faire le point sur des problèmes à résoudre et concevoir ensemble des solutions pratiques. Il était important de conserver et valoriser les différences culturelles historiques des 2 structures. Toutefois, après 2 ans de fonctionnement, les équipes évoquent maintenant la nécessité d'harmoniser et de formaliser certaines pratiques communes. Il convient également de clarifier les délégations de décision, les rôles respectifs des équipes éducatives, des coordonnateurs, des chefs de service. Enfin, la plupart des autres améliorations souhaitables identifiées au cours de l'évaluation externe figurent déjà à l'évaluation interne ainsi qu'au plan d'action du projet d'établissement. Domaine 3. L'ouverture sur l'environnement et le travail avec les partenaires. Les points forts. On recense un travail partenarial très étoffé. Il est formalisé par des conventions avec certains partenaires. Tous les partenaires évoquent plusieurs points remarquables. L'établissement est jugé précurseur pour l'évolution des modes d'accueil, en particulier sur les prises en charge hybrides d'accueil et d'accompagnement au milieu ouvert. Le professionnalisme et un engagement fort des équipes dans les recherches de solutions en interne, ce qui est rare dans le secteur, est particulièrement apprécié par les responsables enfance. Une qualité des relations partenariales en ajustement mutuel direct avec les équipes de terrain, une compétence éducative des équipes particulièrement empreinte de bienveillance et de respect du besoin des enfants, ainsi que de l'autorité parentale. Point de faiblesse. La réorganisation du département d'une part et la fusion d'Action Jeunes et de l'enclos d'autre part ont impacté les pratiques du travail en réseau. Changement d'interlocuteur, d'interface, confusion des rôles, déperdition des informations, tâches non faites, sentiment de perte d'efficacité et de réactivité du réseau, sentiment de dépossession pour certains tant du côté département que du côté de l'établissement. Parfois, l'interfaçage systématique par le chef de service fait ressortir une perte de lien direct entre les équipes de terrain et les partenaires. Il existe aussi des confusions en matière de communication entre les partenaires externes, le chef de service, le coordinateur, les référents d'établissement, qui transmet quoi, à qui et comment. Les travailleurs sociaux des services territoriaux Solidarité ne connaissent plus l'offre de services de l'établissement. Par exemple, le SEJ de Montpellier n'est pas assez sollicité par les partenaires du département. Les perspectives. Il convient de faire évoluer et de clarifier les rôles respectifs des chefs de service, des coordonnateurs et des référents pour la communication avec les partenaires.
Deuxièmement, il convient aussi de favoriser la coordination efficace par ajustement mutuel, tout en mettant en place des moyens acceptables de reporting au chef de service. Enfin, il s'agit de reconstruire et renforcer le travail en réseau avec les acteurs des services territoriaux solidarité. Par exemple, solliciter si possible les ASI dans les réunions techniques avec le département. Promouvoir le plateau technique existant du SEJ auprès des travailleurs sociaux des services territoriaux solidarité. Le domaine 4 aborde deux aspects. D'une part, la personnalisation de la prise en charge, d'autre part, la participation individuelle et collective des enfants et des parents à la vie institutionnelle de l'établissement. Les points forts. Pour ce qui concerne la personnalisation, on constate une écoute particulièrement attentive des besoins des enfants et des familles. La personnalisation de l'accompagnement et de l'accueil sont très développées. Chaque prise en charge est ajustée sur mesure et en fonction des besoins au quotidien. Le département ne formalise pas de projet pour l'enfant. En revanche, l'établissement établit un document individuel de prise en charge. Tous les enfants disposent d'un projet personnalisé formalisé et actualisé. Les familles de l'IED ont un projet de famille. Les trames de documents et le processus ont été récemment harmonisés. En ce qui concerne la participation des usagers à la vie institutionnelle, un conseil de la vie sociale trimestriel par unité d'hébergement est mis en place. Il associe tous les jeunes, le chef de service et l'équipe éducative. Des groupes d'expression sur chaque unité d'hébergement, des pôles 1, 2 et 3, se déroulent selon une périodicité, des modalités et des résultats variables. D'ailleurs, les réunions d'expression mensuelles de certaines unités sont exemplaires en termes de modalités d'animation, de qualité de la dynamique de groupe et de prise en compte des remontées faites par les jeunes. Enfin, la participation des enfants a été initiée lors de la dernière évaluation interne, bien que le panel d'enfants interrogés ait été très restreint. Les points faibles. Il n'existe plus aucune modalité d'expression collective des parents. Il n'y a également aucune modalité d'expression collective sur le milieu ouvert et les services d'appui. Deux perspectives d'amélioration. Premièrement, s'inspirer des modalités d'animation des groupes d'expression sur certaines unités pour étendre ces pratiques à toutes les autres unités et au milieu ouvert. Former les professionnels aux techniques d'animation, de réunion, de concertation et de co-développement. Deuxièmement, associer les jeunes et les parents à la compréhension du fonctionnement et de la vie institutionnelle. Pour cela, il faudrait concevoir avec les équipes des modalités pratiques et réalistes. Par exemple, faire visiter les différentes unités aux jeunes et aux parents et leur faire rencontrer les personnels de l'administration. Renforcer leur participation à la démarche d'évaluation et d'amélioration continue. Relancer le café des parents du milieu ouvert, etc. Cinquième domaine, droit des usagers, gestion et prévention des risques. Les points forts. Un grand respect de l'autorité parentale. Les professionnels sont attentifs à bâtir la relation de confiance tant avec les enfants qu'avec les parents. Une adaptation personnalisée, maximale des prises en charge, avec un choix de structuration par toutes petites unités, autant que possible en chambre individuelle personnalisée, ou des mesures d'accompagnement au milieu ouvert sur mesure. Le plan de formation est orienté à 80% sur la prévention des risques spécifiques à la population. Un processus de signalement et de traitement des situations à risque est formalisé pour certaines unités. Dans certaines unités, les équipes peuvent solliciter en médiation un tiers, le chef de service par exemple, pour soutenir l'équipe dans la régulation des conflits entre jeunes, voire pour trouver des solutions afin de séparer certains jeunes. Les points faibles. Une insuffisance de solutions de relais, séjours de rupture en externe et en interne. À ce jour, il n'existe pas de processus commun pour la gestion des situations de crise.
il est en cours de formalisation avec un groupe de travail. Il existe des pratiques très différentes entre les unités sur la gestion de l'argent de poche. Certains constituent un pécule avec les économies que font certains jeunes afin de le leur restituer à la sortie. D'autres exigent des jeunes une participation aux frais de la vie commune. Il n'y a pas de position institutionnelle ni de projet éducatif commun et transparent sur ce sujet. On se situe parfois à la limite du réglementaire. Les perspectives. Il convient de s'inspirer des bonnes pratiques développées sur certaines unités en matière de médiation et de régulation des situations à risque afin de les étendre à tous les pôles. Il convient également de renforcer le soutien immédiat et d'améliorer la communication avec les équipes pour la recherche de solutions d'attente en interne, a fortiori lorsqu'il n'y a pas de solution de relais externe. En synthèse, l'établissement et les pratiques sont en conformité avec les préceptes fondamentaux des recommandations de pratique du secteur. Les postures professionnelles sont particulièrement engagées, bienveillantes et respectueuses. La prise en charge est vraiment caractérisée par l'adaptation sur mesure des accueils et des accompagnements. Les points d'amélioration ont quasiment tous déjà été auto-évalués en interne, ce qui dénote la capacité de l'institution à s'interroger de manière lucide sur ces pratiques. Je vous remercie pour votre participation engagée dans cette démarche.